Gars, tu touches combien en fait? En quoi ça te regarde? J'ai une amie là, même profil que toi à peu près, qui fait du recrutement aussi, qui a un entretien avec une boîte là. D'accord. Et bon, là, ils sont au stade des négociations de salaire quoi. Du coup, c'est pour lui donner une indication pour pas qu'elle se fasse avoir. D'accord. Oh, je te dirais, allez, entre 45 et 55. Mais 10 000 € d'écart. Mais c'est une Mais en fourchette. fait, Je vais oui, pas te mais la raconter fourchette, ma... elle est trop large. Ça va pas l'aider, en fait. Mais donne le chiffre directement. C'est quoi? C'est un problème? Mais c'est personnel, en quoi ça te regarde? Je pense que tu es pour l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes, non? Oui. Mais comment on sait qu'il y a l'égalité entre ton collègue et toi si on connaît pas ton salaire? Joker. Le monde du travail, c'est 5 jours sur 7 pendant des décennies. Autant comprendre ce qui s'y passe vraiment. Alors, posez-vous tranquillement dans votre canapé pour une vingtaine de minutes d'échange, sans filtre. Bon, je vous avoue que ça peut dépasser un peu, surtout lorsque vous entendez ma voix dans l'intro. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Salut Agathe. Hello Yann. Comment tu vas? Ben écoute, ça va. Et toi? Oh, ça va, ça va. C'est un peu plus gris aujourd'hui. Ouais, on peut pas tout avoir. Hein. Voilà, bon, on a eu trop de soleil là. Maintenant, on revient à des températures la norme. Un peu plus normales, à une météo un peu plus classique. Alors dis-moi, aujourd'hui, quel est notre sujet? Comme vous avez peut-être pu le constater, aujourd'hui, on va parler d'argent. On va parler de salaire. Parce qu'en fin de compte, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est clair. Comme on dit, l'eau est source de vie, mais dans ce monde, voilà, ça s'achète. Donc, on va parler d'argent, on va parler de salaire. Ok. Pourquoi, d'après toi, la question « tu touches combien, tu gagnes combien ?» elle est aussi tabou? Mais c'est une question délicate parce que je pense qu'on n'est pas logé à la même enseigne en entreprise. Ça reste un sujet tabou en France. Si on aborde cet élément-là, ça peut même partir de l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Déjà, il y a des points de friction à ce niveau-là, ce qui fait que le salaire devient un peu tabou aujourd'hui. Mais si on prend ce cas, cette problématique d'égalité salariale entre, disons par exemple, les hommes et les femmes, l'un des moyens d'aboutir à une résolution de cette problématique, de ce problème-là, c'est déjà qu'il y ait plus de transparence sur les salaires et sur comment ils sont attribués, sur les critères déjà même d'attribution des salaires. Donc, plus il y a de transparence sur ça, plus il y aura d'égalité. Donc, que ce sera une donnée, disons, mythique et mystique, on va difficilement y arriver. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je crois que ça va créer plutôt le chaos au sein de l'entreprise. Parce que déjà, quand on sait que le gap salarial est immense, cette transparence-là va mettre en exergue le fait qu'on a vraiment un fossé entre salaire mais justement, hommes et femmes. Si ce gap, il est visible, ça oblige à le réduire. Ou ça oblige dans un monde idéal à définir des règles qui vont permettre d'expliquer les gaps qui pourront plus tard réapparaître, même si on les réduit. Moi, franchement, je pense que de la transparence sur cette donnée-là dans les entreprises, je pense que ça peut aider. C'est délicat quand même, parce que tu vois, moi je prends l'exemple, j'ai énormément travaillé au sein de cabinets par exemple, où tu avais des collaborateurs qui étaient plutôt expérimentés, mais qui avaient des salaires inférieurs aux jeunes diplômés qui arrivaient. Donc là, c'est un peu délicat, parce que je pense que peut-être le jeune diplômé a réussi à bien négocier son salaire, tant mieux pour lui. Hein. Et donc, c'est fait qu'il a un gap énorme par rapport à la personne expérimentée qui est là depuis longtemps. Et rien qu'en pause déjeuner, si tu parles de ton salaire, ça va créer un dysfonctionnement au sein de l'organisation de l'entreprise, parce qu'on va comprendre que l'un est mieux payé que l'autre. Et là, comment tu fais? Là, moi, je vois deux problèmes. Un, s'il y a ce fossé-là, ça peut vouloir dire que, en termes de politique d'augmentation, de promotion, l'entreprise, elle n'est pas vraiment au point par rapport à ses salariés les plus expérimentés. Donc là, il y a un travail à faire du côté de l'entreprise. Deuxième chose, le salarié expérimenté, il est là depuis longtemps. Il ne sait pas négocier ses augmentations. Est-ce qu'il a essayé? En fait, comment est-ce qu'il négocie chaque année ses augmentations? Donc, il y a ça qui est un point. Et le dernier point, ça va être pourquoi est-ce que le petit jeune ou la petite jeune qui arrive dans l'entreprise,
moins expérimenté, surtout avec un salaire plus élevé. Est-ce qu'il y a des compétences en plus que ce ou cette nouvelle employée-là a, que ces employés plus expérimentés n'ont pas ou n'ont pas cherché à développer? Parce que peut-être que souvent, ça peut se jouer là, en fait. Le nouvel employé arrive avec une compétence critique, déterminante par rapport à ce qui se fait sur le marché en ce moment, et que les plus expérimentés n'ont pas. Et pour ça, cette personne-là a pu négocier un salaire plus important. Donc, il y a ces différents éléments-là qui peuvent pousser à se remettre en question. Faut se poser les bonnes questions. Parce que si on est là depuis longtemps et que le salaire il n'a pas bougé, quelqu'un entre pour faire, disons, exactement la même chose et un salaire plus élevé, il faut négocier son augmentation. Moi, je regarde plutôt autre. Je pensais qu'il y a une raréfaction des profils, notamment de métiers de la tech, que les entreprises, en fait, finalement, se battent pour le ou la candidate qui est sur le marché du travail. Et donc, souvent, les levées de négociation se jouent par rapport au salaire. Donc, ce qui explique que, on a tendance peut-être à surlever un petit peu plus le salaire pour appâter le candidat et faire en sorte qu'il intègre sa société. Oui, mais moi, j'estime que ça, c'est également valide pour l'employé expérimenté qui est là depuis longtemps dans l'entreprise. Parce que si l'autre, on l'embauche sur le même poste, la même typologie de poste, et que, disons, les personnes qui font ces choses-là sont rares, ça veut également dire que toi, tu es rare. Oui, mais rare, mais est-ce que tu t'es formé après? Oui, mais là, à partir de ce moment-là, c'est toi qui es en fou. Tu deviens peut-être obsolète, en fait. Oui, mais à ce moment-là, tu as une part de responsabilité. Ah, bien sûr. Dans ce qui arrive. Puisque tu n'as pas travaillé de sorte à développer des compétences un peu plus alignées avec ce qui est présent sur le marché. Oui. Comme technologie ou quoi que ce soit en fonction du domaine dans lequel on exerce. Donc, c'est un peu aussi de la faute du collaborateur. C'est vrai, ouais. C'est partagé avec l'entreprise parce que l'entreprise a, à mon avis aussi, une responsabilité de formation et d'évolution des compétences au niveau de ses collaborateurs. Donc, c'est une responsabilité partagée. Ouais. Et moi, dans ma philosophie, on est avant tout responsable de soi-même, responsable de sa carrière, soi-même en fait. C'est vrai. Donc, on ne va pas attendre l'entreprise qui a peut-être des intérêts ailleurs pour nous pousser à aller se former. Il faut que nous-mêmes, on soit en veille et qu'on se forme. C'est vrai. Donc, moi, j'estime qu'on est totalement responsable de l'obsolescence qu'on peut, disons, finir par avoir. Ouais. Après, à leur décharge aussi, c'est vrai que les jeunes diplômés, quand ils arrivent, ils ont une pratique de travail qui est complètement différente par rapport aux anciennes générations. Tu sais, mais avec un apport vraiment en termes de travail, ou en tout cas de façon de travailler, qui est hyper développé. Donc finalement, ce salaire-là se justifie aussi. Alors comment le faire comprendre à la personne expérimentée? Là, c'est autre chose. Oui, mais cette partie se situe vraiment au niveau des entreprises. Ah, c'est clair. C'est pour ça que je parle de transparence. Il faut qu'il y ait de la transparence, peut-être pas sur les salaires des gens de façon individuelle. Oui. Pas mettre en ligne la base de données des salaires des personnes dans l'entreprise. Oui. Voilà. Mais sur les grilles salariales. Tout à fait, oui. Sur les grilles salariales, il faut que les choses soient claires pour tout le monde. Et que derrière, il faut que les critères qui permettent d'être augmentés, les leviers de négociation soient également clairs pour tout le monde. Ça va déjà permettre de savoir comment on se situe les uns par rapport aux autres. Mais ça implique justement que l'entreprise soit mature à ce niveau-là et qu'il y ait vraiment une démarche de mise en place de politiques de rémunération. Parce que souvent, on en parle en entreprise, mais est-ce que concrètement, dans les faits, est-ce qu'il y a cette démarche-là qui est réalisée? Ce n'est pas toujours le cas. Donc, déjà, partir de la base. Ok. Donc, disons que ça, c'est côté entreprise. Pensez à mettre en place des processus pour clarifier tout ce qui tourne autour des salaires, des augmentations, des critères sur lesquels les salaires des uns et des autres sont définis. Et puis même des salaires aussi, ce qui se fait également à l'extérieur. On peut avoir une politique, des salaires au sein de l'entreprise, mais qui ne sont pas en adéquation avec ce qui se passe sur le marché. Voir dans quelle mesure on peut s'aligner sur les salaires présents sur le marché. Maintenant, pour les employés, négociation de salaire, négocier son augmentation annuelle.
quels sont les leviers sur lesquels les gens peuvent s'appuyer pour bien négocier? Ben, ils sont multiples. Hein. Là, quand tu parles dans le cadre d'un entretien annuel, par exemple, ben, c'est de faire tout simplement le point sur ce qu'il a réalisé au sein de l'entreprise. Il y a également la notion de performance aussi qui va prévaloir. Qu'est-ce qu'il a apporté? Comment il a pu rentabiliser? En fait, tout son mindset global va lui permettre de pouvoir négocier. Après, c'est vrai qu'il faut être factuel. Hein. Mais c'est vrai que la négociation salariale, elle n'est pas évidente parce que l'employeur a souvent tendance à dire qu'il n'y a pas assez. Mais non, il faut vraiment être en capacité d'argumenter et de mettre en exergue son potentiel, son savoir-faire et prouver que cette négociation-là aussi salariale est justifiée. On parlait également de ce qui se passe à l'extérieur, montrer qu'à compétences égales, dans d'autres entreprises par exemple, ben, le salaire y est. Donc, et puis mettre en exergue aussi l'évolution. On ne peut pas être au même salaire pendant 10 ans, 15 ans au sein de la même société. C'est-à-dire qu'on a stagné, on n'a pas apporté grand-chose, quoi. Donc, il faut être en capacité de se dire, même à son poste, de montrer que non seulement l'expertise y est, et démontrer son potentiel, son savoir-faire pour justifier ce salaire-là, cette augmentation salariale. Après, c'est pas chose facile. Hein. C'est pas chose facile. Moi, disons, en ce qui concerne les augmentations salariales, le mot qui, à mon avis, pourrait vraiment résumer tous les éléments qui peuvent permettre de négocier une bonne augmentation, c'est le mot impact. Ouais, c'est vrai. À quel point le travail que tu fais impacte l'équipe, impacte les résultats de l'équipe. Ouais. Parce que si tu as un impact qui est clair, qui est visible dessus, tu peux t'appuyer directement pour dire que si je pars, il y a ça qui est perdu. Parce qu'en fin de compte, on peut se rendre compte que dans une entreprise en général, on n'est pas si indispensable qu'on le croit. Ah oui, ça je te confirme. Si demain on part, on sera juste remplacé. Bien sûr. Par contre, lorsqu'on a un impact qui est vraiment conséquent, c'est plus difficile de nous laisser partir. Et c'est là où on a de meilleurs leviers de négociation. Donc, l'idée, ça va être de pouvoir comprendre quel est l'impact qu'on a. Donc, une fois qu'on sait c'est quoi cet impact-là, si on est en capacité d'avoir des informations sur, disons, la performance de l'entreprise, parce que l'entreprise, c'est un véhicule économique, la performance de l'entreprise, en gros, c'est pour dire combien d'entreprises gagnent, est-ce que l'activité économique de l'entreprise est florissante, est-ce que ça marche bien, qu'on est en capacité de définir c'est quoi l'impact qu'on a eu sur les résultats de notre équipe et comment ça impacte en fait l'entreprise. On peut directement dire que voilà ce que je fais et grâce à ça en fait, voilà ce qu'on gagne. Et donc par rapport à ça, je mérite quand même qu'on me fasse un petit cadeau. Tu vois, bon, cadeau, c'est pas le bon mot, mais je mérite plus que ce qu'on me donne aujourd'hui. Et en plus, voilà ce que je vaux sur le marché. Pour moi, avec ces différents éléments-là, on est plus en capacité de justifier une demande d'augmentation. Non, mais moi, je me pose la question, est-ce que l'entreprise a intérêt à ce que tu aies cet impact-là, justement? Est-ce que ce ne serait pas plus pertinent d'anticiper, en fait, le fait que quand tu partes, mais que ça n'impacte pas justement l'essor de la société. Donc on a intérêt à anticiper et à, on va dire, à lisser les compétences, le savoir-faire pour ne pas avoir cet élément-là qui est bloquant une fois que tu es parti. Disons, en termes de stratégie d'entreprise, c'est peut-être ça l'idéal, mais objectivement, dans toutes les entreprises où tu es passé, c'est vrai. Est-ce qu'il y a vraiment une stratégie qui est mise en place à ce niveau? Non, non, pas forcément. Et dans la vie réelle, il y a des gens qui, parce qu'ils font, parce qu'ils apportent, parce qu'ils sont en capacité de faire par l'extra mile, qu'ils sont en capacité de faire, ils ont un impact vraiment concret sur et ça, ce que l'entreprise... c'est bloquant pour l'entreprise, parce que c'est comme si tu as la main mise sur l'entreprise. Et finalement, tu sais, même sans avoir la main mise comme ça, on peut quand même avoir, on me dit, un impact concret en fait. C'est-à-dire que sur l'année, on peut avoir fait des trucs
qu'on est en capacité de lier avec la performance globale de l'équipe, les résultats qui sont produits. Tu vois, mais l'impact ne suffit pas quand même, parce que imaginons que tu aies cet impact-là, mais que les résultats de la société ne sont pas les résultats escomptés. Oui, mais si comment tu fais? Non, mais si les résultats sont mauvais, de toutes les façons, avec quoi on fait des augmentations? Oui, mais toi, tu as travaillé, tu as fait ce qu'il fallait. Oui, tu as travaillé, mais peut-être que là, il faut changer d'entreprise. Ah, d'accord. Non, en fait, moi dans ma tête, je reste très clair, en fait. C'est que ça doit être du win-win. Oui, c'est sûr. Ça doit être du win-win. À la fin, il faut qu'on gagne. Imaginons une entreprise qui produit des résultats négatifs et qui chaque année augmente les gens. Si au bout d'un moment, ils ne sont plus en capacité de payer les salaires, quel intérêt ça a eu d'augmenter tout le monde? L'entreprise va mourir, en fait. Sûr. Donc, il faut que l'entreprise continue de vivre. C'est pour ça que je parlais de voir comment on lie ça aux résultats de l'entreprise. Et quand les résultats sont positifs, je peux dire que grâce au travail qu'on a fait, exactement, ouais. Voilà où nous sommes arrivés. Tu vois? Et quelque part aussi, pour moi, cette demande d'augmentation, elle se prépare pour moi sur le, disons, moyen-long terme. C'est-à-dire sur toute l'année, en fait. Il faut être concentré toute l'année sur ce qu'on fait, sur comment on impacte l'entreprise et sur comment, quelque part, on va s'en servir au moment de demander l'augmentation. C'est pas à une semaine de l'entretien annuel là qu'on commence à se poser les questions. Si on veut vraiment une augmentation, il faut commencer à préparer en fait son discours, poser des actions en fait qui vont intervenir dans le discours qu'on aura longtemps avant. C'est vraiment quelque chose sur toute la durée de l'exercice, toute l'année, on prépare son truc. Il faut définir peut-être des items qui vont te permettre d'être objectif. J'avais regardé la dernière fois un documentaire où ce qui était bien dans cette société, c'est que l'ensemble, ça c'était pas mal, et ça peut être une solution, l'ensemble des salariés définissait quels seraient les salariés qui iraient une augmentation ou pas. C'est-à-dire que de façon collégiale, dirigeants compris, salariés compris, ils étaient tous autour d'une table, et l'idée c'était de justement sonder les personnes par rapport à la grille qui était définie, et objectivement, sans avoir d'affect, de se dire telle personne mérite son augmentation parce qu'il a réalisé telle chose au sein de la société. Et ça, je trouve ça magique en fait. C'est-à-dire que l'information n'est pas que de là-haut. C'est-à-dire que toi-même, en tant que collaborateur, objectivement, tu laisses ton affect de côté. Laisser son affect de côté, c'est très difficile. Mais oui, mais je trouve ça excellent. Je suis bien curieux de savoir si quelqu'un de voir le documentaire là, parce que franchement, typiquement, moi, j'ai du mal à m'imaginer. Mais moi, j'ai trouvé ça, c'est génial. Comment ça peut fonctionner avec des êtres humains, quoi, parce que j'ai tellement pas confiance. Mais en fait, c'est-à-dire que comme tu n'es pas le seul à décider, en fait, généralement, comment ça se passe? Tu as ton manager, tu fais le point avec lui, et voilà, vous deux, de façon collégiale, vous définissez, oui, tu as augmenté ou pas, et lui va référer à la direction. Mais si tu as non seulement la direction, ton manager et les collaborateurs autour qui décident, mais là, ça change la donne. C'est-à-dire que là, la transparence, elle est totale. Parce que quand tu vas aller te demander pourquoi tu n'as pas eu ton augmentation, mais tu sauras que c'est de façon collégiale, par rapport à tel critère, on a défini que tu ne l'aurais pas, mais peut-être que tu auras l'année prochaine. Donc, à toi de te challenger, de te propulser pour atteindre cet objectif-là, pour avoir l'augmentation. Si tu n'as pas eu l'augmentation, tu peux détester tes collègues parce que c'est eux qui ont décidé que tu n'aurais pas l'augmentation. Ou avoir le recul nécessaire de se dire, ah, si tout le monde le dit, c'est qu'il y a peut-être un Donc, de toutes les façons, il y a une réflexion à faire sur soi. Mais moi, j'ai trouvé que c'était une solution magique. Ça peut être intéressant. J'ai bien envie de voir comment ça se manifeste dans l'action, en fait. C'est vraiment quoi le processus concret. Ça, c'est, comme tu dis, ça va être dans quelques très rares entreprises, très innovantes. C'est top, hein, franchement. Et dans le reste des entreprises, en fait, moi, je veux dire aux gens, il faut être très clair sur une chose. Beaucoup d'entreprises, je ne vais pas dire toutes, disons comme objectif économique global, de pouvoir faire le plus avec le moins. C'est sûr. Et la plus grosse charge fixe des entreprises, en général, c'est la masse salariale. Oui. Donc, ils ont tout intérêt à ce que la masse salariale, elle n'explose pas. Donc, les augmentations, les salaires, c'est des choses à contrôler. Du coup, même si oui, la transparence, tout ça, moi, je souhaiterais que ce soit vraiment très transparent. Il y a des choses claires où, disons, limite, c'est à la fin de l'année, tu sais, sans
aucune possibilité d'affect ou quoi que ce soit si tu veux être augmenté ou pas. Exactement. Je veux bien, mais on sait que c'est pas le cas. C'est pas le cas, malheureusement. Et tant qu'on sera dans ce monde-là, il faut prendre les choses en main soi-même, en fait. Il faut comprendre comment l'entreprise fonctionne. Qu'est-ce qui est important, déterminant pour son équipe, pour l'entreprise, et voir comment on peut améliorer son impact sur les résultats. Et lorsque le travail qu'on fait, on est en capacité vraiment d'identifier l'impact qu'on a, de voir comment ça se manifeste, avec ça, on a plus de levier de négociation. Et si même avec ça, en négociation, ça ne passe pas, je pense qu'il faut prendre une décision de grande personne, quoi. Soit on reste, on essaie encore un peu, soit on cherche ailleurs. Je pense quand même que là, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, il n'y a pas trop le choix. Faut être acteur de son augmentation. Il ne faut pas laisser que l'entreprise. Même si à la fin, oui, l'entreprise doit valider, le manager doit valider et tout, mais il faut soi-même être vraiment acteur au niveau de ce qu'on fait, de la stratégie qu'on met en place pour pouvoir aboutir à cette validation-là. Mais Yann, tu sais que dans le vrai monde, il faut souvent menacer pour avoir son augmentation. Oui, et ça, c'est bien dommage. Oui, mais tu auras toujours plus de capacités de menace si tu as des vrais arguments derrière. C'est sûr, c'est sûr. Parce que faut être clair. Franchement, soyons réalistes sur le truc. Oui, il y a l'inflation, mais si devant ton manager ou devant tes supérieurs, ton argument pour avoir une augmentation, c'est la vie est plus chère, tu ne l'auras pas. Non, c'est clair, parce qu'ils s'en foutent. Tu ne l'auras pas. Ils s'en foutent en fait. Bien sûr. Et il faut se dire que le manager, il a un chef qui a lui-même un chef, qui a lui-même un chef. Bien sûr. Et tous, en fait, en réalité, cherchent des augmentations. Chacun a la chaîne, en fait. Ouais. Donc, si c'est vraiment que ça, la vie est devenue plus chère, c'est compliqué et tout, on n'arrive pas à partir en vacances, l'augmentation, tu ne l'auras pas. Nous sommes les principaux acteurs, nous sommes les personnages principaux de nos propres vies, de nos propres carrières. Et donc, ce qu'on veut, que ce soit boulot, augmentation, peu importe, il faut qu'on soit en capacité de réfléchir, de trouver les bons éléments et de mettre en place les actions nécessaires pour pouvoir atteindre nos objectifs. Il ne faut pas qu'on attende que les autres, avec leur bienveillance, fassent les choses. On sait que ça ne marche pas. Voilà. Bon, je pense qu'on a beaucoup parlé là. C'est très long. Et je pense que la conclusion va être un peu claire. Moi, pour conclure, je dirais, soyons acteurs de nos vies, soyons acteurs de nos carrières. En ce qui concerne nos salaires, l'idéal pour moi, c'est qu'il y ait de la transparence dans les entreprises, qu'il y ait des choses claires, nettes, qui permettent aux gens de savoir où se situer et de savoir ce qu'ils ne vont pas gagner. Voilà. Ça permettrait de faire que ça soit plus si tabou que ça, l'argent. Je pense qu'il y a d'autres facteurs sociaux, mais ça contribuerait déjà un peu à améliorer les choses. Voilà. Donc, il y a ça, et puis, comme je disais, il faut être acteur de sa carrière, de sa vie. C'est clair. Voilà, quoi. Faut pas être un personnage secondaire dans sa propre vie, quoi. Il ne faut pas attendre, surtout, que ça vienne, parce que ça ne viendra jamais. Ça ne faut pas attendre que ça vienne des autres. Peut-être dans certaines entreprises, ça vient, naturellement, mais ce n'est pas toujours le cas, et c'est très rarement le cas. C'est rarement le cas, ouais. Voilà. Faut savoir aller chercher ce qu'on veut. Quitte à sortir un peu de sa zone de confort. Oui, exactement. Mais c'était un sujet très intéressant, Yann. Est-ce que vous avez eu du mal à négocier votre salaire? Est-ce que ça reste encore compliqué pour vous? Que la démarche même reste compliquée? Est-ce que vous souhaitez avoir cette transparence-là aussi au sein des sociétés? Est-ce que c'est un sujet tabou ou pas de votre côté? On aimerait bien avoir votre avis sur le sujet. À bientôt. Au revoir.